So the story of his life started in a middle-class family somewhere in Douala some 45 years ago, or almost 46 years ago, because it was 30th of September 1979, where he was born to a law enforcement father. And as is custom to most of these kinds of jobs, his police officer dad got transferred across the country to different posts of duty. The young Serge Espoir tagged along with the rest of his family, in the course of which his sense of community and his value system and principles were shaped. As he grew up, the man became curious. He had a flair for entrepreneurship and wanted to travel the world. After creating his own research and development company in Cameroon at the age of 17, Serge Espoir finally decided it was time to explore Europe. He pitched his tent in Portugal, where he successfully networked his way into the oil and gas industry. Well, that's a story for another day. Matomba returned to his country and in 2010 made his grand debut into Cameroonian politics by founding the Parti Uni pour la Rénovation Sociale, PURS. He quickly became a sensation. His youthfulness and flamboyant style, driving around in a white limousine, made him a curiosity to young people who were fed up of the political framework of the country that was dominated by an old guard completely disconnected from their aspirations. 2011 was 1 year after, and this was a presidential election year. Matomba didn't make it to the list of contenders. However, he made his voice heard, lambasting the Biya regime for its inability to make Cameroon economically sovereign by pulling out of the CFA and making its own currency. He heavily criticized the government for having cutthroat tax policies on businesses. And then he went in for local elections in 2013 and became a councillor at the Douala 4 municipality. In 2014, Matomba and some of his collaborators went on a hunger strike to protest against a gas price hike by the Biya regime. The strike quickly ended after some of his supporters were briefly arrested. He later sparked a controversy when he called himself a proposal force. In response to his critics, the man said he was tired of criticizing everything and was now looking to offer practical solutions to the regime contained in his political manifesto. Serge Espoir Matomba made his intentions to run for president in 2018 known soon after. He said he had a base of at least 566,000 people whom he was certain will not be voting for Paul Biya in that election. He called for a coalition of the opposition, made attempts to unite various candidates, and the results of the October 9, 2018 presidential election were proclaimed by the Constitutional Council on the 22nd of October. Serge Espoir Matomba, candidate for the PURS, had come 8th out of 9 candidates with 19,000 votes as declared by the Constitutional Council. He said the results had been cooked, but he had taken note of them. And then Matomba also launched a campaign to elect 100 members of parliament and 300 mayors as a move he believed would help to push out the CPDM. Matomba also strongly criticized some opposition party leaders and called them liars for not being able to come together and find a common candidate to face the incumbent Paul Biya in the 2018 presidential election. He even went as far as saying that he wasn't interested in any coalitions anymore. He ran for local elections a second time and got re-elected at the Douala 4 Council in 2020, and then became a grand councillor at the city of Douala. He sparked another controversy when his former campaign manager accused him of the non-payment of her salary. In April, on the 6th of April of this year, during the 3rd Ordinary Congress of his party, Serge Espoir Matomba was chosen as the PURS candidate for the October 12th presidential election. Since then, he has held meetings with some opposition parties to emerge with a single candidate to increase the chances of ousting 92-year-old incumbent Paul Biya, who is running and seeking an 8th term. The absence of key players in this meeting, like Cabral Libi of the PCRN and Joshua Osei, has diminished the credibility of this initiative, which is already being criticized by some of its participants, as well as key players and politicians like the Honorable Joshua Osei. In response, Serge Espoir Matomba has accused the SDF of dancing with the regime.
He has taken swipes at Jeune Afrique for calling Cameroon's opposition the dumbest in Africa for not being able to come together and have a common candidate. The Serge Espoir Matomba will be 46 years old on the 30th of September of this year. He was inspired by Pan-African leaders like Thomas Sankara. He's close friends with the Ivorian former youth minister Charles Blé Goudé. And he's also a father and a husband when he's not busy with politics and his businesses. He promises to create 5 million jobs, reduce the value-added tax from 30% to 10%, cut the consumption of alcoholic beverages in young people, create local manufacturing plants for cell phones, and make Cameroon economically sovereign. He's a proponent of plant medicine and dismisses the World Health Organization. It's on that note that we would like to say you are welcome tonight, and I would quickly be inviting him to join us on here. Mr. Matomba, it's a pleasure to have you on here. Yeah, Angie, it's a very good pleasure. Just that there are several people who are trying to join the live, and they cannot. I don't know why. They don't have the link to join the live, to watch, the program. I shared it on my page. I'm going to just go ahead and share it and tag you again on it, just so that they can have access to it as well. But it's right on here live on Facebook. All they need to do is just click on, and they're in. There's no ceremony about it. Yeah. So, but how are you though? I mean, you're just returning from Abidjan, where you were a guest of honor to Charles Blé Goudé. And we know what that means, because you are one of those proponents of Pan-Africanism, and you have all these great ideas of seeing Cameroon great, of seeing Cameroon solvent economically, of seeing Cameroon independent, and of seeing Cameroon no longer a slave to French dominance. So could you tell us a little bit more about the meeting that took place over the weekend? Yeah, let me first appreciate the job that you are doing, because I'm one of your followers. And all the time that you have a post or something that you are doing, I'm one of the people or the person we used to see, even though I'm not matching the like all the time, but sometimes I'm doing it. Let me just appreciate and say, go forward. There are many ways to contribute in the construction of a country and a continent, maybe on the world also. And you are doing your own. So I want to thank you and to greet you for that. Okay, so in Abidjan, I am Soukro. In Abidjan first, we was in the, we call it International Pan-Africanist Meetings. So we have a groups of Pan-Africans, political leaders that we have put on, whose name is International Pan-Africanist. So in there, we was having a mini summit that we was holding concerning, we was debating concerning the democracy, if democracy is a good thing for us Africans. Maybe let me say the way that we are using democracy, because and I have maybe to say something concerning what I have said there. I think that when you try to look what we call La Charte de Manding, who was been right since 1624, something like that, you will realize that what Europeans have bring as a democracy in Africa, that was right since from Africans. And that was things was already on move in Africa. So the only thing they have bring
is the way to change president all the time, election, this and that, and who have been showing his limit also. Donc, je reviens donc sur, en français, si ça ne vous dérange pas, l'international Pas du tout. panafricanisme. J'allais dire que j'allais tout d'abord vous féliciter pour votre bilinguisme qui devrait être même un requis pour tout candidat. On n'a pas l'habitude que vous êtes un homme bilingue, mais là, I'm pleasantly surprised, and so I just really want to appreciate that. Et je sais aussi que vous êtes l'une de ces personnes-là qui pensent que la démocratie, vraiment, c'est de l'esbrouf pour l'Afrique. Et vous avez même eu des occasions où vous avez dit que c'est même mieux peut-être une dictature au Cameroun si elle est bien gérée et si ça va nous apporter le développement. So we are definitely going to discuss that, surtout à une époque de la civilisation où on voit par exemple la démocratie aux États-Unis testée par l'administration Trump, par exemple. Donc c'est assez intéressant et c'est l'opportunité d'en parler exactement. Et vous êtes libre ici de vous exprimer en anglais et en français parce qu'il y a des followers qui parlent les deux langues également, and we don't want to leave them left out. Okay, and though if there are other ones speaking Germany, Portuguese or Russia, I can also speak that also. But let us continue first in French. Donc, j'étais en train de dire que dans ce mini-sommet panafricain que nous avons tenu avec Charles Blé Godet et autres, il était question, n'est-ce pas, de remettre sur la table ce que c'est que la démocratie est appliquée dans notre monde actuel. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que malheureusement, comme j'ai convoqué la charte de Mandé qui a été rédigée depuis des années 1600, tout ce qui entre dans la démocratie actuelle figurait déjà dans cette charte et qui avait été, n'est-ce pas, rédigé par des Noirs. Donc, on comprend que ce que les Européens ont amené, du moins cette démocratie occidentale que nous pouvons, c'est l'élection, le changement de pouvoir d'une main à une autre et qui, là aussi, a démontré ses limites. Donc, le questionnement, c'est est-ce que nous, Africains, nous étions prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour la démocratie? Étant entendu que moi, je définis la démocratie avec des mots simples. En fait, c'est une affaire des gens qui n'ont pas faim. C'est-à-dire, j'ai mangé, Andy a mangé, on peut s'asseoir, on peut discuter. Mais si j'ai mangé, Andy a faim, et puis je viens dire à Andy que son idée compte, est-ce que je suis vrai dans ce que je dis? Celui qui a mangé et l'autre a faim va imposer, n'est-ce pas, ses idées, et l'autre est obligé d'accepter, sinon on coupe ses vivres. Donc, en réalité, c'est la duperie quand on dit que le pouvoir appartient au peuple, qui lui est généralement majoritaire, on est d'accord, mais la minorité qui gouverne, qui tient toutes les ressources, qui tient les richesses, c'est elle qui dicte le comportement. On prend l'exemple, on est en pleine élection. But why is that? I mean, you speak of vous parlez d'une minorité opulente qui dicte les règles. Et pourquoi est-ce que c'est le cas alors que c'est la majorité qui donne les moyens à la minorité même, parce que c'est elle qui fait ses champs, c'est elle qui tient vraiment l'économie même. Pourquoi est-ce que c'est la majorité qui ne peut pas imposer ses règles, ses aspirations? Justement parce que, la majorité n'a pas compris le pouvoir qu'elle a. Elle n'a pas été éduquée et préparée pour comprendre qu'elle a le pouvoir. Donc, on a pris quelque chose qui, dans un contexte occidental, pouvait s'appliquer. On a ramené chez des gens qui ont faim et on leur dit, vous, vous êtes majoritaire, vous avez le pouvoir. Mais on a oublié une chose, Andy, c'est que, en réalité, le colon, comment est-ce qu'il agissait? Quand il décide de partir, il ne remet pas le pouvoir ou alors il ne donne pas le pouvoir à ceux qui se sont battus pour les indépendances. Il met ce que lui, il veut pour qu'ils continuent le travail qu'ils ont à faire. Et c'est le même colon qui a institué et qui a mis sur pied, si vous voulez, le fonctionnement de l'armée. Comment est-ce que l'armée doit être positionnée? Comment est-ce que les forces de maintien de l'ordre doivent être positionnées dans une nation? Qui nomme ces derniers? Comment est-ce que les institutions judiciaires sont établies? Comment est-ce que les institutions sont établies? Comment est-ce que le fonctionnement économique, c'est-à-dire structurel du pays est établi? Quand il a fini, il a donc donné le pouvoir à ceux qu'il voulait d'agir en leur disant, vous avez la dernière signature. Je prends un exemple.
Au Cameroun, par exemple, pour parler du cas du Cameroun, un gardien de la paix, un policier qui commet n'importe quelle bévue, il ne peut pas être radié de la Ne police peut par le pas être délégué. enlevé par... C'est la le délégué présidence général. qui décide de son sort. Mais Il ça, c'est faut une que ce question soit de la- centralisation. Mais justement, la centralisation, pourquoi est-ce qu'on a centralisé? C'est pour tenir ceux qui sont nombreux. Et C'est donc, pour vous ça êtes en qu'on a train centralisé. de dire... Donc, Monsieur Matomba, ce que vous dites en somme, c'est que les États africains et surtout le Cameroun est calqué sur un système de gestion coloniale qui n'apporte rien à sa population de tous les jours. Toute dissidence est matée et tout est fait pour exploiter les ressources naturelles de ces populations-là. Et vous pouvez me corriger si je n'ai pas bien compris. Mais la question que je veux poser, c'est comment est-ce qu'on sort de cela? Parce qu'il y a quand même, je veux dire, nous n'avons que 60 ans, par exemple. Sortir de cela, qu'est-ce que ça impose? Qu'est-ce qu'on peut faire même en attendant de sortir complètement de ce joug colonial? Non, en fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que vous êtes exactement dans ce que j'étais en train de dire. Et puis, il faut préciser que quand vous observez dans ce comportement, vous allez voir que c'est le même comportement colonial qui existait. Maintenant, comment on sort de là? Il faut d'abord une prise de conscience généralisée. Il faut qu'on comprenne les enjeux. Et c'est à ce niveau que nous sommes tous utiles, vous et moi, et tous ceux qui avons plus ou moins un éclairage mieux que les autres. Parce qu'en réalité, les gens ont vite fait et pensent très vite que c'est remplacer un homme par un autre dans le même système qui va résoudre le problème. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on se libère d'abord. On n'est pas encore libre. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on obtienne d'abord notre indépendance, qu'on n'a pas. Le problème qu'on a... Mais monsieur Matomba, le problème l'alternance qu'on ne a, fait-il pas c'est qu'il faut qu'on obtienne... Oui, attention, l'indépendance, c'est comme la liberté. De cette libération-là, l'alternance ne crée-t-il pas un environnement propice au changement même des mentalités? Quand on est habitué à une même personne pendant plus de 40 ans, vous pensez que ça contribue à la prise de conscience? Le problème, justement, ce n'est pas l'alternance dont on a besoin, c'est l'alternative. Parce qu'en réalité, changer les hommes pour les hommes, on a des pays qui ont changé les hommes pour les hommes et rien n'a évolué. Parce qu'en réalité, c'est un système. Et c'est de ce système-là que nous devons... faire changer les systèmes, non, M. Matomba? Bien évidemment, ce sont les hommes, mais des hommes qui portent un projet clair du changement d'un système. Quand vous observez, je ne veux pas parler des autres projets, des autres candidats, mais quand vous observez les projets qui sont portés par les candidats, pour certains, vous allez vous rendre compte que plusieurs portent des projets de continuation. Ils n'ont pas de projet de rupture. Ils ne comprennent même pas que le problème ne se limite pas à Yaoundé. Le problème va au-delà de Yaoundé. Lorsque quelqu'un va vous dire que non, on n'a pas... J'ai discuté par exemple avec certains qui m'ont dit non, monsieur le premier secrétaire, comme vous voyez, on n'a pas de problème avec la monnaie. La monnaie ne nous empêche pas d'investir. Je dis pardon. Des gens qui vous disent que notre constitution n'a pas de problème, on doit juste regarder la limitation du mandat. Mais quand vous discutez avec ce type de personnes, vous ne savez pas que c'est dans la constitution qu'on crée les problèmes d'une nation et qu'on arrange une nation. Je vais vous prendre un exemple simple, Madame Forby. Aujourd'hui, on a une crise qui est une véritable crise, la crise anglophone et francophone. C'est un problème qui vient de quoi? C'est un problème qui part du manque de vision des Camerounais d'antan. Parce qu'il faut partir du principe selon lequel, en 1884, du moins avant la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'on ne partage le monde, les Camerounais vivaient comment? Les Camerounais, est-ce qu'il y avait deux peuples ou deux cultures différentes? En dehors de nos ethnies, il y avait bien évidemment un Cameroun pour tous les Camerounais. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale arrive et qu'on décide de partager le monde, on donne une partie aux Anglais, on donne une partie aux Français. Certains Camerounais se réclament d'être de la culture anglophone, d'autres de la culture francophone, au point de nous battre pour cela. C'est-à-dire que les colons nous ont donné leur affaire. Nous, on vient. On dit que non, je ne m'appelle plus Forby. Je ne m'appelle plus Matomba. Je m'appelle Andy. Je m'appelle Serge. On commence à se battre pour que je reconnaisse que c'est Andy qui est devant moi
que je reconnaisse que c'est Serge qui est là. J'ai oublié que Forbin, c'est mon nom. Donc, vous voyez à quel niveau, quand on ne comprend pas... Really the problem, Mr. Matumba? While I understand what you're saying, is that really the problem? And I simply ask this because, yes, Anglophones, before the League of Nations, yeah, Cameroon was under German protectorate. And then after World War I, we saw them become British and French protectorates, granted. But still, they formed an identity. They became family. They had families and entities. And before 1961, before 1960, they were administered as British protectorates, the English-speaking part of the country, and the French-speaking part as a French colony or a French protectorate. This means that they formed bonds, they built families, they had a different way of doing things, and they came together, they agreed, and they came, and the Constitution protects that they should be treated as equal human beings. So, so yes, there's it's easy for you to say that, but there's an identity problem. These people are saying, for instance, that they went through an English subsystem of education, and when they come out as lawyers, they study the common law while their French-speaking counterparts studied civil law. And they're saying in the English-speaking parts, the Constitution says we practice common law, but they are sending civil law magistrates to the English-speaking parts. And what happens is when the law is translated from French to English, it's a different law because it's poorly interpreted when there's a translation problem. And so the man who is coming, who is even prosecuted, the defendant does not even know what he's being tried for because he doesn't even understand the language. Okay, so there are things like these that, you know, when you zero in on the problem, you realize these people are just trying to exist as normal human beings. It's good that we understand each other. I completely agree with you. Don't mind. No, what I'm saying is that, yes, I agree with you. I completely agree with you. But what I want to let you know, and I want you to understand, is that our country have not started at the moment that English and French people come here. If that we agree. Now, I want you and me to think in one thing. I want you and me to think that we can build together one identity who is not coming from French, who is not coming from English. But Mr. Matumba, what Anglophones are saying is that for you to build together, you have to acknowledge the other party. That's how you build together. That's why you had a Federal Republic of Cameroon and then a United Republic of Cameroon. And then Mr. Biya changed it in the early 80s to the Republic without consulting or having a referendum to discuss the form of the state. So what they're saying is, yes, we want to build one, but do you want to erase us through assimilation like French rule, or do you want to acknowledge who we are? No. Yeah, it's not what, it's because I agree that I'm saying that we have to go forward, build an identity where there will not be French, where there will not be French culture, where there will not be English culture, but where we will be a Cameroonian, even though we can even change the name of the country if you want. If by changing the name, everyone will be okay with that. So we have now to go forward, because what we are facing is not something, you know, we can joke with it. It's very serious. Every complaint that is on the table, all the how we say, they have reason to complain. You understand? Is that I say the problem we have is that people who have inherited our country, they was not having a vision for the country. They was having maybe a vision for assimilation and showing that they have the power, they are the stronger people. But it's not that we have to build. You and me, we are part of a country. Which type of identity we can, when we look each other, how you want to present yourself? I'm Forbin Angie from English side. I'm Serge Matumba from French side. No, I want to say I'm a Cameroonian. Full stop. I want you to say you're a Cameroonian. For that, c'est comme dire, c'est comme empêcher un Sawa de dire qu'il est Sawa, par exemple. Comment on sort de cela en gardant son identité? C'est la question que je vous pose. Comment sortir de la crise anglophone? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on construise une identité supranationale. On a nos petites identités, c'est-à-dire que nous avons des petites nations, nos villages, nos dialectes et tout. Ça ne va pas s'effacer. Ça ne s'efface pas. Mais il ne faut pas que le colon, parce qu'il nous a donné sa part, ce qu'il appelle sa culture, pour nous assimiler,
Nous entrons dedans et nous continuons à jouer son jeu. Il faut qu'on définisse une véritable identité qui est propre à nous. Quand on se regarde, on dit oui, c'est ma sœur. Pas c'est ma sœur francophone, mais c'est ma sœur. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans notre projet, quand tu vas le voir, quand vous le regardez, nous disons que une des choses, et ça va partir de la réécriture de la Constitution, c'est que nous mettrons l'anglais et le français comme troisième national qui sera parlé du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions du Cameroun. Et même qu'on doit revoir notre découpage administratif. Parce que ce que les colons nous ont... Monsieur Matumba, quelle sera la première langue officielle? Parce que là, ça va créer, mais encore plus grand qu'on oui, je vais vous dire pourquoi ça va Comment vous allez choisir la langue nationale? Merci de me poser la question. Vous savez, en Angleterre, vous savez que l'Angleterre n'a pas qu'une seule langue. Mais l'anglais avait été choisi. Il faut aller voir comment ça s'est fait. Pareil pour la France. La France a plusieurs langues, plus de 500 langues. Mais le français avait été choisi comme langue officielle, langue nationale. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Il y a le franc-anglais que les jeunes ont créé à un moment donné. Pourquoi ils ont créé le franc-anglais? Parce que quelquefois, on se retrouve dans des pays, we want to talk, and we don't want people to understand what we are saying. At that moment, we want to understand each other, but we don't know how to express ourselves so that people surrounding us will not understand. So what they do, they create this franc-anglais that we used to use. It means that we are in need of something. We are in need of a language where we can understand each other. Is that we have to start. When we say that we are fighting for our independence or for our sovereignty, we have to know that language is one of the first elements of independence of a nation. Language is one of the first elements of identity of a nation. But if you say that 100 or in 1884, we were neither Anglophone or Francophone, and you think that English and French should be third languages, aren't you simply shifting the problem so it doesn't get resolved? I mean, the timing of your proposals seem kind of conflictual because there's a particular problem that people want to see resolved. It's like you're spreading out the problem so that it doesn't get resolved. And that's similar to what the Biya regime has been doing for the past 9 years. They started out saying there's no Anglophone problem. They started out saying that they are not Anglophone or Francophone, we are Cameroonian. But the problem is still very there. And these are real people who are dying. These are real people who are infuriated by marginalization. Let me tell you that I'm one, if I'm not the first person who say that what is happening is a crisis and we have to be careful. Let me tell you that I have started grow in Bamenda. I started my primary school in Bamenda. I was very young. I think I left Bamenda when I was 7. But out of that is a city as in the southwest where I like to be. When I'm there, I feel like, you know, I'm not at home, but I'm more protected than everywhere when I'm there. It's like that is what I'm feeling. One day my mother tell me that, why you like to be in Bamenda all the time? I say, I don't know. When I'm there, I feel like, you know, I don't know. I'm more comfortable when I'm there. Anyway, let us go forward. What I'm trying to say, but that's not right now, because right now Bamenda is obviously a hotbed of insecurity with what has been going on, the crisis. People are getting killed every day. And when I have the occasion, I used to go there, even though I'm not communicating on my presence there. But what I want to say, Madame Forbin, c'est que nous devons avancer. On ne fait pas un recul. Aujourd'hui, la plupart des pays sont en train de construire des grands ensembles. Nous, on ne peut pas se permettre les divisions qui, ma foi, ont du sens, mais nous devons tout faire pour nous unir. Et nous unir, c'est d'abord avoir la capacité de nous accepter. C'est d'avoir la capacité de nous effacer au profit des autres. C'est ça, nous unir. C'est avoir la capacité de nous définir en tant qu'entité. Et en tant qu'entité, il faut qu'on se dise, mais qui sommes-nous à la fin? Qui sommes-nous? Sommes-nous des Français? Moi, si vous me considérez comme un Camerounais francophone, je vous dis non.
Parce que si je prends mon passeport ou alors je vais à l'aéroport, je prends l'avion, je pars en France, on va me demander le visa. On ne va pas me dire que tu es français. Nous avons besoin, dans le fond, de nous unir. De deux, nous avons besoin de prendre tout ce que les colons nous ont laissé, on met de côté. Parce que ce qu'on veut, c'est la rupture. On veut marcher ensemble. On veut construire ensemble. On ne veut pas de pays où un seul citoyen est marginalisé. On ne veut pas de pays où il y a des différences. On ne veut pas de pays où il y a deux systèmes scolaires. On ne veut pas de pays où il y a deux systèmes de justice. On veut un pays où tout le monde a les mêmes opportunités de réussite. Et ce pays, il faut le construire. The people who came to Yaoundé from the Northwest and Southwest to study in French until less than 20 years ago were a minority. They were English speaking. And so the tendency, as has always been the case with minorities, was for the majority to want to swallow them. And that's really what the issue is. So for Anglophones to feel accepted, these are the things they are saying. They're saying they want federalism, for instance. And some of them now are so upset that they are saying they don't even want to be a part. They don't even consider themselves Cameroonians because they feel that even from their parents and grandparents, they have been treated like lesser human beings, and the frustrations have grown for so many years that they don't identify with Cameroon anymore and they want secession. And so I am asking you today, if you became president on the 12th of October, what will you do to resolve the Anglophone crisis and to make Anglophones feel like they belong, they are regular human beings in Cameroon? Are you calling for federalism? Are you going to release the prisoners? How do we come out of this crisis? Are you going to call for a ceasefire and pull out the troops from the Northwest and Southwest? The first thing that I have to do is to stop majority. Is to stop the majority. I don't want to lead a country where there are a population who is majority than the others. I want to lead a country where all citizens are equal. Equal. Thank you. Is that type of country I want to lead. Yes, what I will do, because this crisis have to definitely stop. I think that I have to explain to my brothers, English speakers, to my brothers, French speakers, that our country is going forward. Now, in the country, because everyone have to have the same right, we have to stop everything. Those people who are in prison because of this crisis, of course that we have to see their case and we have to release them, because it's because of the crisis that they are in prison. It's not because they have killed someone, or it's not because they have wounded someone, it's not because they have still... C'est très important. Est-ce que vous pouvez le dire en français? Mais je veux dire ceci, madame, c'est que je veux diriger un pays dans lequel il n'y aura pas de majorité, où les francophones ne diront pas nous sommes majoritaires que les anglophones, où les anglophones ne diront pas nous sommes minoritaires que les francophones. Je vais diriger un pays où tous les citoyens sont égaux. C'est ce pays que je vais diriger. Et je vais dire à mes frères d'expression anglaise ou anglophone, mes frères, et je vais dire à mes frères d'expression française ou francophone, mes frères, nous devons avancer avec le pays. Tout ce qui nous a divisés, tout ce qui nous divise doit s'arrêter maintenant. Et nous devons avancer. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous disons, c'est un citoyen camerounais que nous allons former et non 2 citoyens ou 3 citoyens. Au mieux, ceux qui sont en prison aujourd'hui pour cette crise, je dis bien, leur cas, on doit revoir leur cas et leur permettre de jouir de leur liberté. Parce qu'ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont volé. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont tué. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont commis des gaffes. De par le combat dont ils ont estimé juste, ils se sont levés pour se battre. Comme aujourd'hui, si la nation Cameroun est attaquée, tous ceux qui se lèvent pour se battre mènent un combat juste. Donc, c'est important de le dire parce que nous devons avancer, parce que nous devons construire un seul profil de Camerounais, parce que nous devons construire un Camerounais, nous devons avoir la possibilité de poser cela sur la table, mais en vrai, dans un dialogue vrai.
où on se dit les vérités. C'est quoi un dialogue vrai? Parce que je vous ai souvent suivi dire cela. Mais avant ça, je voulais quand même avoir votre avis sur la forme de l'État. Vous, président de la République, qu'est-ce qu'on fait de la forme de l'État? Je pense que le Cameroun n'a jamais connu la décentralisation. Ce qui se passe depuis 1996 n'est pas la décentralisation. Je pense qu'il est temps que le Cameroun entre dans ce que nous allons appeler une véritable décentralisation et que le pouvoir revient aux collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, si on voit que ça ne marche pas, pourquoi on ne va pas évoluer avec le fédéralisme? Mais il faut savoir qu'une décentralisation bien menée, c'est le début du fédéralisme. Ça, c'est ce qu'il faut toujours savoir. We got scared. We thought you had run away. What happened? No, I can't run. I can't run, you know. As you know, l'homme a créé la machine et la machine a trahi l'homme. Donc, la machine, c'est... on a été déconnecté comme ça, sans que ce ne soit volontaire. Alors, j'étais en train de dire que... Parlant de machine, je voulais que vous proposiez, parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il fallait réécrire la Constitution. Mais je parlais du système d'éducation parce que vous êtes pour qu'on ait un seul système d'éducation, qu'on ait un seul système judiciaire, pardon, à l'opposé du common law et du civil law, ou bien du French subsystem et du English subsystem. Qu'est-ce que vous proposez, M. Matumba? Non, ce que je propose est simple, madame. Et c'est que... C'est facile, hein? Le bac ou le A-level? Le bac ou le A-level? Le BPC ou le O-level? On annule le probatoire? C'est très simple, M. Matumba. Ni l'un ni l'autre. Le probatoire sera annulé, ça c'est évident. Mais ce que je veux dire, madame, c'est que quand je parle du projet que nous avons pour le Cameroun, partez du principe qu'on remet tout à plat. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, on rentre dans un système qui est déjà établi et on continue juste. On fait quelques réformes, on continue. Non, ce n'est pas ce que je dis. Le Cameroun dont je parle, c'est un Cameroun qui récupère son indépendance, qui s'assoit avec ses fils et ses filles, qui dit, voici comment nous allons définir notre système éducatif. Voici comment nous allons le rendre compétitif avec d'autres systèmes dans le monde. Voici ce que nous voulons pour notre pays. Parce que c'est dans le système éducatif qu'on construit les hommes qui doivent bâtir le pays. Donc, voilà comment on doit le faire. C'est-à-dire, c'est les Camerounais qui s'asseyent, qui repensent le système éducatif. Because, Mr. Matumba, you have a political program, more than 170 pages. You have worked on this stuff, and you speak so eloquently in theory, but you should give us one or two examples, especially because Anglophones have cold feet now when it comes to anything that has to do with the Republic. Non, je pense qu'on parle, mais on tourne en rond, madame. Alors, je vais m'expliquer. Vous venez ne pas comprendre ou bien vous ne voulez pas répondre à la question? Non, j'ai compris ce que vous dites, mais c'est vous qui ne voulez pas me comprendre. Et vous voulez que je vous cite des exemples. Mais je vais aller plus loin pour vous dire ceci. Pour qu'on se comprenne, est-ce que le système du common law, où les enfants vont prendre le A-level et tout ce que vous voulez, est indiqué pour le Cameroun, pour construire le Cameroun? Est-ce que, pardon, je vais dire le common law, ça c'est la justice, voilà, je vais dire A-level et autres dans le système éducatif. Est-ce que c'est indiqué pour qu'un enfant participe à la construction du Cameroun? C'est le point d'interrogation. Est-ce que dans le système francophone, où le probatoire ou le bac est institué
participe pour que l'enfant participe à la véritable construction du pays? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on veut du pays? Il faut pour qu'on se comprenne très bien, madame. Qu'est-ce qu'on veut du pays? On a besoin d'avoir des enfants qui vont nous construire des machines, qui doivent nous faire des routes. C'est-à-dire que je parle de la construction des machines. Je ne parle pas encore des matières premières. Qui vont nous faire la construction des machines. You're speaking of technical education, including technical education. But what I'm talking of is the kind of examinations these children will be taking, because you're talking of a single system of education. Those are the intricacies that have created the war in the northwestern and southwestern parts of the country. That's why I'm asking that for you to give us a response on that. And we understand, and we were going to get to the kind of education we have in Cameroon and whether it meets the needs of the industries in Cameroon, whether it meets the needs of the job market. But before we get to that, we want to know what kind of system you are building. Is it an English system of education? It will be a French new system. I want you to understand that it will be a new system. Now, let me take you an example. Let me ask you a question. I think that you are in the United States. I don't know if the system of education in the United States is the same system in London or in England. I don't know if it's the same system in Germany. I don't know if it's the same system in French. What I want you to understand in what I'm trying to say is that we will not be more people who will just take from them to do for our country. We have to build our personal system, is what I'm trying to say. So you cannot be comparing our system to a English system or French system. No. Where we want to take the country, as we want to see the country, is by there we have to c'est comme ça qu'on doit définir le système éducatif qui va avec. C'est comme ça qu'on construit. Okay. Quand un pays est indépendant, il ne copie pas, forcément. Staying on education, you're not copying, but you're staying with what has worked, right? And the British system of education, from which the Cameroonian system, English system of education was kind of built or crafted, seems to work. I mean, their degrees and the quality of their education, their syllabuses are quite good. And this is why when we churn children out, they do very well abroad. Let me tell you something. Let me tell you something. All my children are in English system education. Firstly, I have to tell you that all my children, they are doing English system education. But it's not, it doesn't mean that because they are doing that, it doesn't mean that I think that is the best. As I also think that the French system is not the best, but I have chosen to put them in that system because I believe that they're out of having being more practice, they have, I mean, I cannot say more knowledge, but I think that is the best system for the moment in this type of country. That is my thing. But I'm telling you that what we have to do is to build our national system of education. Take an example, Andy. In this system of education, see when our children are going holidays. Do you know that when our children are going holidays is when in the other country is summer? When they are going to their holidays, they are going to the beach and everything. So they are going parents and children. It's raining season here. And in their rainy seasons, they are going school. For in our rainy season, we have to follow them holidays. You see how the copy is making a problem when we are not taking care of our environment. That is the problem. So we have to build and that also is what we call a sovereignty of a country. A country don't have to be copying everything that is seen because people have said that is the best, is the good one. No, we have to think by ourselves. If not, now let's stay in education. Let's stay in education. How do you tailor our needs? Because Cameroon meets the Millennium Development Goals for literacy, but even with literacy, there's the problem of the kind of education received, right? Where you have a lot of third degree holders,
but who are not equipped to face the job market. You're seeing PhD in German studies, in literature, whereas there's a need maybe for agriculture engineers. There's a need for physics majors. How do you tailor how do you tailor education in Cameroon and promote the more technical fields to secure more skilled labor that could help to build industries in Cameroon? Mais ça, c'est véritablement le problème qu'on a. Aujourd'hui, quand on parle des objectifs du millénium qu'il faut atteindre et puis préparer les enfants pour le marché de l'emploi, mais qu'est-ce qui a été fait depuis? Donc, ce que nous disons, c'est justement parce qu'on dit, dans l'éducation, dans, si vous voulez, le système éducatif que nous allons définir, c'est nous qui définissons les priorités vers où, la loi d'orientation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut combien de techniciens dans le pays? On veut des techniciens de valoriser l'enseignement technique et la formation professionnelle est un de vos chefs de bataille si vous devenez président le 12 octobre. C'est un de nos chefs de bataille parce que tout au Cameroun, d'abord, le Cameroun est un pays vierge. On ne fait rien ici, en dehors d'exporter le savoir. Donc, tout au Cameroun doit être fait. Mais on fait comment si on n'a pas de gens prêts pour ça? On fait comment si on n'a pas formé nos enfants? Mais tous ceux qui disent là dehors qu'ils sont dans le chômage, c'est vrai, ils sont dans le chômage parce qu'ils n'ont pas d'emploi pour certains. Mais combien ont des formations et n'ont pas d'emploi? Il y a autant de questions qu'on pourrait se poser. Cela m'amène à vous poser une question parce que certes, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas suffisamment prêtes par leur diplôme pour le marché de l'emploi au Cameroun, mais la diaspora, il y a une forte présence d'ingénieurs, de scientifiques et de personnes même qui sont prêts et qui font de belles choses à l'étranger. Une politique, par exemple, pour leur faire revenir au Cameroun et construire leur pays, qu'est-ce que vous proposez à la diaspora? Vous venez en campagne quand, au passage? Non, c'est d'ailleurs une priorité dans notre projet, faire revenir tous ces Camerounais qui ont acquis du knowledge, qui ont appris de l'autre côté pour qu'ils apportent leur savoir-faire. C'est d'ailleurs, nous disons que nous rendrons d'abord immédiatement, et ce sera constitutionnel, la nationalité camerounaise inaliénable. C'est-à-dire que si vous avez eu la nationalité une fois camerounaise, vous ne la perdrez plus jamais. Donc après, vous pouvez avoir 10 nationalités si vous voulez, ou 20, ce n'est pas notre problème. Mais la nationalité camerounaise, vous n'allez pas la perdre. La deuxième chose, c'est que nous allons, n'est-ce pas, mettre sur pied, d'ailleurs, tout un, comme on a dit, dans un ministère, le ministère chargé des Affaires extérieures, nous mettrons toute une direction seulement chargée pour la diaspora, où il faudra traiter des questions de la diaspora et de l'intégration de la diaspora. Vous savez, chaque citoyen qui est sorti du Cameroun, qu'il ait fait des études ou pas, c'est un citoyen qui a été formé. Parce qu'il peut s'être formé dans le tas, étant dehors. L'expérience vécue, c'est un plus qu'il peut ramener dans son pays. Chaque citoyen qui est formé dehors, c'est un plus qu'il ramène dans le pays. Donc, on ne peut pas non dévaloriser ces citoyens et ne pas leur accorder une place de choix dans le pays. Donc, il faut, dans notre politique générale et particulière, la diaspora a une place de choix et elle contribuera à la hauteur de ses possibilités. Parce que ce que nous voulons, c'est ramener tous les fils et filles du Cameroun. C'est les ramener. Ce que je souhaite, c'est que quand un Camerounais prend... How do you make it easy for them to be reinserted in the society? Il y a beaucoup qui veulent rentrer, plusieurs qui rentrent au Cameroun et au bout de 3-4 ans sont frustrés par les administrative bottlenecks, les impôts à tête chercheuse et décident de retourner. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous leur rassurez qu'ils seront réinsérés dans la société? Qu'est-ce que vous faites? La première des choses, c'est qu'on sera dans un nouvel environnement. On sera dans un environnement dans lequel c'est nous qui décidons, ce n'est pas l'extérieur qui nous dit comment faire. Ça veut dire que le climat des affaires, puisque nous allons l'assainir, permettra à tout un chacun d'investir librement et de comprendre qu'il peut avancer. Les impôts ne seront pas là pour étrangler les gens. Parce que même présentement, ceux qui sont là sont étranglés par les impôts. Donc, les impôts ne seront pas là pour étrangler. Et il y aura un cadre d'encadrement de tous ceux-là qui viennent de la diaspora, qui se feront, n'est-ce pas, non seulement immatriculés, mais savoir. Et il y aura un suivi pour que leurs activités, pour que les activités qu'ils doivent mener ne soient pas des activités, n'est-ce pas, dans lesquelles
on va installer cette diaspora repartira avec son savoir-faire, avec ses moyens, et c'est le pays qui sortira perdant. Donc, vous avez souvent parlé de savoir que notre diaspora, qui est d'ailleurs une des meilleures diasporas, c'est à ce niveau que moi, personnellement, je vais m'atteler pour venir vous chercher et venir vous, non seulement vous chercher, mais vous tendre les mains en vous disant, venez qu'on construise le pays, parce que je sais, moi j'ai été de cette diaspora, Madame Forbi. Vous venez rencontrer la diaspora cette élection, avant cette élection? Oui, il est possible que je rencontre, il est possible, je suis en train de... Il est possible que je rencontre la diaspora pendant cette campagne. Il est possible que mes équipes, parce que mes équipes sont aussi un peu partout, rencontrent la diaspora. Mais selon le calendrier, je vous promets quand même que je vais rencontrer la diaspora. D'ailleurs, j'étais en train de vous dire que moi, j'ai été de la diaspora. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Je suis revenu au Cameroun en 2008, si vous voulez. Donc, fin 2008, je suis revenu. Et je peux vous dire que j'ai eu plusieurs fois l'envie de repartir. Mais je me suis dit, si je repars, j'aurais échoué. Si je repars, je ne me serais pas, je me sentirais comme quelqu'un qui n'a pas rempli sa mission. Je me suis dit, il faut te battre malgré tout ce qu'il y a là. Il faut te battre et continuer avec détermination. Et je peux vous dire qu'on est toujours dans ce combat. Il n'est pas terminé. On est toujours dans ce combat. Et ce n'est que comme ça qu'on va permettre à plusieurs de pouvoir revenir, de pouvoir s'investir, de pouvoir construire. Et ensemble, nous pourrons construire ensemble. D'ailleurs, quand nous prendrons le pouvoir en novembre prochain, après les élections d'octobre, vous verrez les signaux et vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous avez entrepris des manœuvres pour une coalition. En début du mois, vous avez été du côté de Fumban avec 7 autres partis politiques pour discuter de cette possibilité-là. Et puis, quelques jours plus tard, vous étiez du côté de Yaoundé pendant 3 jours en conclave. On peut dire que ça a accouché d'une souris, la montagne? Parce qu'il y a quand même... On ne peut pas le dire. Ce qu'on peut dire et retenir, c'est que les candidats se sont quand même parlé. Ce qui était un peu rare. Mais ce n'est pas nouveau. À la dernière présidentielle, M. Matomba, vous avez discuté avec d'autres candidats, M. Joshua aussi, à l'hôtel des députés, peut-être Cabral Libi et M. Kamto. Donc, se parler, ce n'est rien de nouveau. Qu'est-ce qui a évolué avec ces autres discussions? Et je pose la question parce qu'il y a des candidats qui sont quand même sortis de là, désillusionnés, et qui se sont dit peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Tout le monde voulait devenir président, personne ne voulait donner son soutien à une autre personne. C'est vrai ça? Non, ce qu'il faut dire, c'est que pour une fois, au moins qu'on avait plusieurs candidats, j'ai l'impression que la caméra... Je ne sais pas si c'est de votre côté ou c'est de mon côté. Maintenant, on vous voit. J'ai l'impression. OK, d'accord. Pour une fois, au moins, plusieurs candidats se sont réunis et on s'est parlé. Ce qui s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on puisse, si vous voulez, avoir un projet commun, un projet de gouvernance. Parce que si un candidat est choisi, il faudrait bien que ce candidat porte le projet ou réalise le projet que tout le monde, tous les candidats auraient accepté et auraient désisté pour. Je vois que vous souriez. Et dans un deuxième temps, on a mis sur pied ce que vous... Monsieur Matomba, cela ressemble à votre signature, l'envie d'avoir la communauté d'idéologie, de programmes politiques. Et pour cela, il y a certains candidats en coulisses qui pensent que, en fait, vous êtes un loup solitaire qui aurait souhaité que ce soit lui et lui seul le candidat. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas évolué. 2 semaines pour 3 semaines moi, pour je discuter suis un loup, et bien que vous êtes un loup solitaire et que en fait, le souhait... Tout ceci était pour vous porter candidat et vous n'avez pas été flexible à choisir votre personne. Ah, donc c'est moi qui ai bloqué la candidature consensuelle? C'est ce qui se dit.
Ça veut dire que c'est moi qui ai bloqué. Vous avez quand même l'occasion, bon, vous avez l'occasion de démentir cela. Oui, mais la question c'est, ceux qui le disent, pourquoi eux, ils n'ont pas désisté au profit de quelqu'un d'autre? C'est simple, parce que c'est trop facile de dire, lui, il voulait que, mais pourquoi eux, ils n'ont pas désisté au profit de quelqu'un d'autre? Parce que si eux, ils avaient désisté au profit d'une seule personne, si un seul avait désisté pour les autres, on se serait plié. Donc, bon, comme ils le disent, j'ai peut-être... Non, je vais dire une chose, madame. Ce que j'ai dit dans ces réunions, et je vais le dire ici, c'est que le projet qui doit être le nôtre doit être un projet souverainiste, un projet de liberté. Je ne veux pas m'incliner pour un candidat qui va continuer ce que M. Biya est en train de faire. Je ne veux pas m'incliner pour un candidat qui va venir nous dire que, comme c'était le cas, l'Union européenne a dit que, les États-Unis ont dit que, et autres, tout un tas de trucs. Mais parce que je dis, jusque-là, on n'est pas en train de sortir de l'endroit où nous sommes. Ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, madame, je n'étais pas le seul. Nous étions 7. Après, nous sommes restés 6. Après, nous sommes restés 4. Pourquoi un n'a pas désisté au profit de l'autre? Vous comprenez? Donc, en fait, les gens aiment des excuses pour vouloir montrer aux autres que non, ce sont eux qui sont bien, c'est les autres qui ne sont pas bien. Ceux qui le disent, demandez-leur pourquoi eux n'ont pas désisté pour Matomba. Ou pourquoi ils n'ont pas désisté pour... Mais moi, je veux revenir aussi en 2018, parce qu'à la dernière élection présidentielle, quand même, tout portait à croire à la dernière minute, vers la toute fin de la campagne électorale, que vous alliez apporter votre soutien à Maurice Kamto. Et puis, pendant son meeting à Douala, vous avez fait une sortie pour dire que ce n'était pas vrai. Il y avait des photos de vous en train de vous entretenir avec lui, ambiance bon enfant. Avant ça, vous avez rencontré Joshua aussi. Et je pense aussi Cabral Libby, si mes faits sont exacts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à la dernière minute le changement? Nous voulons avoir votre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu... Écoutez, je vais peut-être vous dire que j'ai dû sacrifier 2 jours de campagne. Le premier, c'est qu'on était avec... Joshua m'a appelé. Là, je parle là de la campagne déjà. Et on devait rencontrer... il m'a dit, écoute, il faut qu'on se voit. Il est possible qu'on fasse une coalition à 3 avec Cabral. Viens, Cabral est en train d'arriver, on va l'attendre. Bon, je peux vous rassurer, on a attendu jusqu'à 1 heure ou 2 heures et on s'est découragé et chacun est parti. Alors, quand d'ailleurs Maître Akere m'appelle, il me dit, il est dans le nord avec le professeur Kamto. Il me dit, président, il y a le professeur Kamto qui va t'appeler et le professeur Kamto m'appelle. Je lui dis, ok, je suis en train d'aller sur le terrain, mais je vais vous attendre. Pendaeko Kafpe à son âme m'appelle. Je dis, non, j'attends. Je peux vous rassurer qu'on a attendu toute la nuit que le professeur arrive. Il est arrivé le matin parce qu'il était supposé arriver à 21 heures. Mais il est arrivé le matin. On s'est vu. On a échangé. On a échangé, le professeur et moi. Vraiment, on a eu un échange convivial. Et après, nous sommes sortis. On a fait des photos à la sortie. On a réalisé des photos juste à la sortie et on s'est dit, on poursuit l'échange jusqu'à Douala. Il faut que ce soit clair. On poursuit les échanges jusqu'à Douala parce qu'on n'était pas tombé totalement d'accord. Totalement, mais il y avait quand même un début d'entente. Non, écoutez, je vous dis ceci, si je suis resté toute la nuit pour attendre, c'est parce que on s'est dit qu'on pouvait accompagner le professeur Kamto à un moment donné dans cette candidature-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on finit avec le professeur Kamto et on décide de prendre la route, on prend la route de Douala. Pendant qu'on est sur le chemin, mes équipes me montrent des photos qui circulent avec des images de l'argent. J'appelle le père à son âme, le feu Pédaïkoka. Je lui dis, tiens, vous avez vu ces images? Il dit, oui, on a vu. Il me dit, ah, président, laisse seulement, vraiment, moi-même, je suis fatigué. Voilà les mots. J'appelle le professeur quand je dis, mais prof, voilà ce qui est dit, voilà ce qui circule. Tu m'aurais donné l'argent et tout un tas de trucs, tout un tas de trucs. Il dit vraiment, président, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe. Je dis, ok, ça va.
Entre-temps, des gens ont annoncé partout qu'il y a une coalition. Attends, il faut d'abord que je te rappelle qu'à 13 h ce même jour-là, la CIATV avait annoncé que j'avais désisté au profit du candidat Biya. Le même jour, 13 h, comment tu appelles là, le journal de 13 h, la CIATV annonce le candidat Serge Espoir Matomba a désisté au profit du candidat Biya. C'est que je n'avais jamais parlé avec ces gars. Même pas envisagé. Donc, à 16 h, pendant que nous sommes en train de circuler sur Douala, j'ai ces histoires et des histoires qui disent que j'ai été corrompu. J'ai dit au professeur, j'ai appelé le professeur, je lui ai dit, prof, je suis désolé, on ne peut plus avancer avec notre accord, je préfère qu'on s'arrête là. C'est tout. Mais je vais vous rassurer d'une chose. Est-ce que le professeur m'a parlé d'argent? La réponse est non. Est-ce que le professeur a essayé de me corrompre ou de m'acheter? La réponse aussi est non. Et je vous dis, le professeur, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc, je ne mentirai jamais pour faire plaisir à X ou à Y, ou je ne mentirai pas sur le nom du professeur. Et que j'espère... Donc, vous avez failli soutenir le président Moïse Kamto, mais vous êtes fâché plus ou moins à cause de la fuite de photos et vous avez fait des tours à 180. Partout où on se rencontrait avec des gens, on faisait des photos. Pas de la fuite des photos. Je n'étais pas déjà satisfait par certaines réponses d'eux et je n'étais pas satisfait par cette manipulation qui voulait dire que j'ai été acheté. Vous savez, on a l'habitude de dire que tous les hommes ont un prix. Moi, je n'ai pas de prix. J'ai de la valeur. Moi, je n'ai pas de prix. Je n'ai pas un prix. J'ai de la valeur. Et personne ne peut acheter la personne que je suis. À la suite de l'élection présidentielle, vous êtes 8e sur 9 candidats. Vous en sortez avec 19 000 voix, 0,57% du vote. Et puis, vous dites quand même que ça ne reflète pas, vos résultats ne reflètent pas les données que vous avez, donc les élections ont été truquées, mais vous prenez acte de la décision ou de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel le 22 octobre. Par la suite, de son côté, Maurice Kamto, lui, réclame victoire. Il dit exactement aussi que les résultats ne reflètent pas les données qu'il a. Il appelle à une protestation et en novembre, en début du mois de novembre, vous sortez et vous dites, vous n'allez pas le soutenir dans ces protestations, ces marches de protestation. C'est une vidéo que je veux vous faire suivre vite fait pour revenir et pour avoir vos impressions. Il y a une sorte de complicité entre le RDPC et le MRC qui se dégage de plus en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que ces deux formations politiques cristallisent les opinions autour des mouvements qui se passent entre elles, entre ces formations-là. Regardez un peu M. Bondier. Monsieur le Président de la République a été élu et a prêté serment depuis 2018. Nous sommes en 2021. On ne parle pas de l'action du gouvernement. On parle de la bataille entre le MRC et le RDPC dans une sorte de complicité. Tantôt ils vont aux élections, ils ne vont pas, et puis ça favorise tel. Et puis après, nous autres, nous sommes pris pour cible parce que quand nous on décide d'y aller, on nous dit non, c'est vous qui faites le jeu. Et pourtant, le véritable jeu se trouve entre ces deux formations. Le président sort pour un court voyage, un court séjour privé. Des gens organisent des choses qui sont financées. Dieu seul sait qui finance ces opérations-là. Et après, on va nous dire non, voilà un parti de l'opposition. Non, c'est un complice du parti au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, au lieu que nous questionnons l'action du gouvernement, nous sommes, les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas de lumière, nous ne sommes pas là-dessus. Nous n'avons pas de revendications là. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous prendrons le pouvoir, nous sortirons de cette démocratie. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Cameroun a besoin, ce n'est pas d'être un véritable État démocratique. C'est d'avoir à la tête du Cameroun des hommes qui aiment le Cameroun, qui sont prêts à se battre pour le Cameroun, quitte à ce que ce soit une dictature, mais une bonne dictature. Merci. La manifestation est un droit constitutionnel. Mais alors, l'objet de la manifestation peut toujours appeler à équivoque. Et c'est à ce niveau qu'il faut vraiment réfléchir et questionner dans le profil
de ce qui marche. Avant d'arriver sur votre média, je ne vais peut-être pas citer ce média ici, j'étais sur un autre média. Et le présentateur de l'émission, en me posant la question, dit, le président élu, monsieur Biya et tout, je lui ai dit, monsieur, arrêtez ça. Incroyable. 3 ans après une élection, vous n'appelez plus le président Biya président élu, vous dites président de la République. Vous voyez le travail dans lequel vous nous emmenez. C'est-à-dire, tel dit président élu, vous dites président élu, nous nous retrouvons dans des histoires où il y a des présidents élus et c'est une guerre dont des présidents élus. Non, nous n'avons plus un président élu au Cameroun, nous avons un président de la République qui a prêté serment après les élections. Et il est le chef de l'État. On ne peut pas me dire, pour moi qui ai été candidat en 2018, qu'on va emballer tout un pays dans un gros mensonge dans lequel on vous parle d'un hold-up, qui est un gros mensonge. Et à force de venir sur vos plateaux, vous nous reposez ces questions, on entretient ce discours. Et certaines personnes croient qu'effectivement, il y a eu vol, effectivement, il y a eu hold-up. Mais le plus grave, ce n'est pas ça, M. Bondier, ce sont nos enfants. Okay. Vous avez fait un communiqué le 3 novembre 2018 où vous demandiez, vous dites, il est irresponsable pour l'opposition d'entraîner le peuple camerounais dans des voies chaotiques et sans issue. Vous invitez Maurice Kamto et les autres leaders à se joindre à vous, dans un esprit républicain pour mutualiser vos forces pour des réformes nécessaires devant aboutir à un code électoral consensuel. Le ton est quand même devenu très dur vis-à-vis du MRC. Vous avez parlé du droit de manifestation, mais l'objet. Est-ce qu'en République, on ne devrait pas se sentir libre de manifester pour ce que l'on veut? Non, il faut éviter de traduire ce que nous disons. Le MRC est un parti qui est libre de ses mouvements. Nous ne sommes pas obligés de supporter une démarche d'un parti politique. Mais nous ne sommes non plus obligés de commenter la démarche d'un parti politique. D'ailleurs, vous allez voir que nous sommes l'un des rares partis au Cameroun qui ne nous mêlons pas de ce que les autres partis font. Le MRC est une formation politique qui a ses droits et ses devoirs envers la nation et envers ses militants. Nous ne sommes pas là pour condamner ou apprécier ce qu'un parti fait. C'est des bonnes guerres politiques. Donc, nous pouvons commenter ce que nous faisons, nous pouvons faire ce que nous faisons. Si d'autres veulent commenter, tant mieux. Mais il faut que je le dise pour que ce soit clair. Le MRC a sa démarche et nous respectons cela. Je vous le dis et je le dis encore, le professeur Maurice Kamto est un homme politique que je respecte beaucoup et c'est pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ça, je le dis encore. Et dans le MRC, je vais vous rassurer, madame, j'ai plusieurs amis personnels dans le MRC. J'ai plusieurs amis personnels. Parfois, il nous arrive de discuter et d'échanger, de nous titiller ou encore même de rire, comme j'ai des amis aussi dans d'autres partis politiques. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, la politique pour nous, ce n'est pas un ring dans lequel on se donne les coups fatalement, où on se tue. Quand nous estimons qu'une action est juste, nous la menons. Donc, nous, on n'a pas de fixation. Et puis, il ne faut pas perdre de vue. Notre seul adversaire au Cameroun, c'est le régime Biya et le système. Ce n'est pas autre chose. Le régime Biya, le système, les colons qui ont embrigadé notre pays, là, qui ont enchaîné notre pays, ce sont eux nos adversaires.